Très bien. Écoutez, je vous propose de commencer, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire. Je vous souhaite la bienvenue à la Commission de la Défense et m'excuse pour le petit délai de retard. Nous étions, comme vous l'aviez vu, avec le chef d'état-major des armées et nous avons d'ailleurs beaucoup parlé de sujets de conditions militaires, de ressources humaines. Et bien entendu, je suis content maintenant de pouvoir creuser ce sujet avec vous. J'ai le plaisir à retrouver à la fois des visages connus, mais également des nouveaux arrivants. Mes chers collègues, je vous rappellerai pour mémoire que le CSFM est présidé par le ministère des Armées et permet aux militaires d'exprimer au ministre leur avis sur les questions à caractère général relatives à la condition militaire. Il est obligatoirement consulté sur les projets de texte à portée statutaire, indiciaire ou indemnitaire. Bref, pour en résumer l'esprit, le CSFM a pour mission principale de fluidifier le dialogue entre le ministre des Armées, son administration d'une part, et les militaires d'autre part. Mais vous nous expliquerez peut-être cela très brièvement, Monsieur le Contrôleur Général. Je pense que c'est toujours utile de faire de la pédagogie. Je pense qu'il faut plusieurs années. C'est de l'art de la répétition sur comment ça marche la concertation dans les armées, qu'est-ce que le CSFM, qu'est-ce que le HCECM, etc. Moi, en tout cas, je vous avoue qu'il m'a fallu plusieurs années pour comprendre. Donc, je pense à mes nouveaux collègues qui arrivent. Il leur faudra sans doute également plusieurs années pour comprendre. Mesdames et messieurs, j'imagine que vous ne manquerez pas d'éclaircir la représentation nationale sur les grands enjeux du projet de loi de finances 2024 pour la mission défense et leurs impacts sur la condition militaire. Beaucoup attendent notamment vos éclairages sur la dernière phase du déploiement de la NPRM, la nouvelle politique de rémunération des militaires, et sur le grand chantier de revalorisation des grilles indiciaires, dont une première tranche concernant les militaires durant les sous-officiers devrait être mise en œuvre d'ici, je crois, la fin de l'année. Nul doute que la question des officiers intéressera également notre commission, et notamment en écho à l'apparition du dernier rapport du HCECM, donc le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, donc qui éclaire le Président de la République et le Parlement. Comme à l'accoutumée, pour des raisons de sécurité, cette audition est retransmise en direct. Les noms des personnes auditionnées ne seront pas communiqués. Elles seront appelées uniquement par leur grade et leur prénom. Je vais maintenant laisser le secrétaire général nous présenter les membres qui composent cette délégation, peut-être rappeler également l'organisation et le fonctionnement du Conseil. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter une pleine réussite. Vous avez déjà souhaité, mais pour vous souhaiter globalement une pleine réussite dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Et après l'intervention du secrétaire général, nous écouterons le secrétaire de session pour un propos liminaire d'une quinzaine de minutes, après quoi nous procéderons à l'échange traditionnel des questions-réponses avec les députés. Monsieur le contrôleur général des armées, je vous cède la parole. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, comme secrétaire général du CSFM, je vous remercie effectivement de votre invitation à cette audition et de la possibilité qui est ainsi offerte aux représentants de la communauté militaire de s'exprimer devant vous dans le cadre du PLF 2024. Permettez-moi effectivement, comme vous l'avez souhaité, Monsieur le Président, de rappeler rapidement que le CSFM, c'est l'instance nationale de concertation et de consultation des militaires qui est présidée par le ministre des Armées. Et c'est bien le cadre institutionnel dans lequel les militaires, qui, je le rappelle, ne disposent pas du droit syndical, examinent et rendent des avis consultatifs, sauf sur des questions stratégiques, politiques ou d'organisation des forces et services, lesquelles relèvent du commandement. La concertation, c'est donc, et vous l'avez aussi indiqué, Monsieur le Président, un mode de dialogue spécifique aux militaires avec leurs ministres, les grands subordonnés, et jusqu'au niveau local avec leurs chefs, et qui permet d'aborder ainsi les sujets fondamentaux de la condition militaire, sachant que, par condition militaire, comme le Code de la défense le précise, on entend l'ensemble des obligations et des sujétions propres à l'État militaire, d'une part, et bien sûr les garanties et compensations qui sont apportées par la nation à ces militaires. Ce dialogue est indispensable. Il est indispensable pour éclairer les hautes autorités dans leur prise de décision, pour favoriser l'adhésion du personnel à tous les échelons, pour entretenir son moral et par conséquent, et j'ai coutume à le dire, c'est un élément essentiel à l'efficacité opérationnelle des unités. Alors, quelles sont les caractéristiques actuelles du CSFM, qui est donc la tête de chaîne de la concertation militaire? Donc, sa fonction essentielle, et vous l'avez rappelé aussi, Monsieur le Président, c'est d'établir un dialogue constructif, un dialogue permanent et cohérent, dans un cadre de liberté de pensée et d'expression, ce qui a été voulu par les pères fondateurs du CSFM en 1969, et en complémentarité avec des instances locales
de concertation et aussi avec les CFM, les conseils de la fonction militaire, des différentes forces armées et des services, qu'on appelle les formations rattachées. Et avec ces derniers, donc les CFM, ils étudient des questions qui sont propres à ces CFM, les conditions de vie, d'exercice du métier militaire, d'organisation du travail. Le CSFM, en ce qui le concerne, est obligatoirement consulté sur les projets de textes de loi et réglementaires qui portent sur 3 choses importantes, les questions statutaires, les questions indiciaires et les questions indemnitaires. Et nul doute que sur ce point, vous avez lancé une perche en quelque sorte, Monsieur le Président. Je pense qu'il y aura une attention particulière du Conseil à ce que nous apportions ces réponses. Et ce qui est nouveau, et sous l'impulsion de l'actuel ministre des Armées, il faut bien le dire, donc Monsieur Lecornu, ce sont ses attentes pour lui transmettre des réflexions et des propositions, par exemple sur la militarité, le plan blessé, le plan famille. Et ce que le ministre a rappelé le 14 septembre dernier, lors d'une rencontre avec le Conseil, à son initiative, eh bien, s'agissant, par exemple, du recrutement et de la fidélisation. Ces attentes aussi du ministre de participer à des groupes de travail ministériels. Le CSFM a participé au groupe de travail, par exemple, sur la vie en emprise militaire, sur les réserves. Et enfin, de travailler étroitement avec les directions de projet du ministère, voire d'intégrer leur gouvernance. Et c'est le cas pour le comité de projet et de suivi du projet de protection sociale complémentaire dont le CSFM est désormais membre de droit. Et cette dynamique de concertation s'accompagne, bien entendu, d'une plus grande responsabilité du Conseil dans l'exercice de ses missions. En termes de composition, le CSFM, pour mémoire, c'est 45 membres permanents qui sont issus des différentes forces armées, donc l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et de l'espace, la gendarmerie nationale, la direction générale de l'armement, le service de santé des armées, le service de l'énergie opérationnelle, le service du commissariat des armées et le service de l'infrastructure de la défense. Ils appartiennent, ces 45 militaires, aux différents corps militaires, différents grades et catégories. Ils sont élus pour un mandat unique de 4 ans par et parmi les membres des conseils de la fonction militaire des forces armées et formations rattachées, donc des services. Et une particularité à noter, toutefois, dans cette composition, c'est que parmi eux siègent 3 retraités qui sont désignés par le Conseil permanent des retraités militaires. Vous avez devant vous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, une délégation représentative de ces 45 membres et qui ont 3 qualités principales que j'ai plaisir à toujours rappeler, ça les fait sourire. D'abord, ils sont volontaires et représentatifs de la communauté militaire, à la fois porteurs de la vision interarmée et interservice du Conseil, et qui restent affectés dans leurs unités, donc au plus près du terrain, et soucieux des préoccupations concrètes de leurs camarades. Deuxièmement, ils sont légitimes, ils sont élus par et parmi les conseils de la fonction militaire des forces armées et des services. Et troisièmement, ils sont compétents au regard de leur expérience, de leur expertise, de leur permanence également. Cette délégation se compose, mesdames et messieurs, des militaires suivants. Le brigadier-chef de première classe Sabrina, de l'armée de terre, qui est secrétaire du Conseil pour le semestre. Le major Stéphane, de la gendarmerie nationale, qui est secrétaire adjoint du Conseil. Le commandant Benjamin, du service de l'énergie opérationnelle. Le lieutenant-colonel Fabrice, de l'armée de terre. L'adjudant-chef Laurent, de la gendarmerie nationale. L'adjudant Cécile, de l'armée de l'air et de l'espace. Et du quartier-maître de deuxième classe Jean Vianney, qui représente la Marine nationale. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Et je pense que maintenant, c'est la secrétaire qui va pouvoir prendre la parole. Je vous en prie. Monsieur le Président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, Mesdames et Messieurs les députés, en ma qualité de secrétaire du Conseil supérieur de la fonction militaire, je vous exprime la reconnaissance de la communauté militaire à laquelle j'associe leurs familles. Nous sommes honorés que vous ayez souhaité une nouvelle fois recevoir une délégation du CSFM afin de l'auditionner sur les enjeux actuels de la condition militaire. Cette audition a pour cadre l'exécution d'une loi de programmation militaire dont le budget est de 413 milliards d'euros. Ce montant historique montre, dans un contexte international troublé, l'effort que la nation est prête à consentir à sa défense. Une partie de ces crédits sera consacrée à la condition militaire, pierre angulaire d'une armée d'emploi opérationnelle
et résiliente, comme nous avons pu déjà le dire ici ces dernières semaines. Cet effort financier s'est déjà traduit par différents plans et groupes de travail préparatoires à l'élaboration de la LPM, auxquels le CSFM a été associé. D'ores et déjà, des avancées sont constatées. Certaines sont d'application immédiate, parmi lesquelles les dispositifs relatifs à la réparation intégrale des militaires blessés en service ou le versement intégral de la rémunération du mois entamé en cas de décès en service du militaire qui aidera les familles dans leur travail de deuil. D'autres seront effectives prochainement, moyennant l'adoption de décrets d'application, comme par exemple la possibilité de maintenir en service les militaires sur demande agréée au-delà de la limite d'âge ou de la durée des services pour 3 ans au plus, ou encore la possibilité pour un ancien militaire de se réengager. Pour autant, le CSFM, au cours de ses travaux, mais aussi dans le cadre de ses visites au sein des unités, identifie certains points de vigilance qu'il souhaite porter à votre connaissance. Je vais donc m'attacher à passer en revue les chantiers d'ampleur qui impactent la condition militaire. Pour chacun, je signalerai les points sur lesquels nous souhaitons appeler votre attention. Entrée en vigueur, la réforme des retraites préserve les fondamentaux du système des pensions militaires de retraite. Le maintien des bornes de pension à liquidation immédiate en est la meilleure illustration. Toutefois, certaines dispositions peuvent, à la marge, être défavorables à la condition militaire, comme celles touchant à la rémunération différée. Par ailleurs, le Conseil a participé à un groupe de travail ministériel sur les réserves. Le Conseil s'assurera que ce projet, dimensionnant pour le futur modèle d'armée, s'accompagne des moyens financiers, humains et matériels à la hauteur des ambitions qu'il porte. Le Conseil souhaite appeler votre attention sur la difficulté des forces à être soutenues par des services de soutien, eux-mêmes sous tension. L'effort de simplification doit être prioritairement porté dans ce domaine. À défaut, les soutenus comme les soutenants seraient dans l'incapacité de remplir leur mission. Nous avons été également associés aux travaux préparatoires à la mise en place d'une protection sociale complémentaire. Nous avons pu, dans ce cadre, faire valoir l'intérêt de la communauté militaire et de ses ayants droit. Aujourd'hui, 5 membres du Conseil, avec voix délibérative, sont intégrés au comité de pilotage de cette future PSC. Ils veilleront à ce qu'elle soit adaptée à la démographie et aux besoins spécifiques des militaires. Pour poursuivre dans le domaine de la santé, le plan blessé 2023-2027, auquel le Conseil a participé, est présenté comme innovant. Son ampleur montre la sensibilité des besoins dans ce domaine. Aussi, nous serons très attentifs à ce que l'accompagnement des blessés soit optimisé, coordonné et simplifié. Après avoir sacrifié leur santé au service de la nation, nous leur devons bien cela. De même, il faudra veiller à ce que, annuellement, les sommes qui seront allouées à ce plan soient fidèles aux crédits votés globalement dans le cadre de la LPM. Les 700 millions supplémentaires alloués à ce dernier doivent contribuer à alléger les conséquences des suggestions sur les familles des militaires, essentiellement l'absence et la mobilité. Le décret relatif aux réductions accordées aux militaires et leurs familles pour les transports ferroviaires, qui s'imposera à l'ensemble des opérateurs dès le 1er janvier prochain, y participe. Pour autant, la mobilité sera vécue plus sereinement à condition que le parc d'hébergement des militaires célibataires en enceinte soit amélioré en qualité et en quantité. En effet, un parc souvent vétuste et à la capacité insuffisante ne permet pas de faire face à l'enjeu que représente le recours croissant au célibat géographique. Surtout, c'est la politique de logement des militaires et de leurs familles qui contribuera à alléger les suggestions que je mentionnais et leur effet sur les membres du foyer. Ainsi, le plan Ambition Logement devra permettre rapidement aux militaires et à leurs familles d'être logés dans des délais gérables et dans des conditions dignes. En outre, cela devra se faire selon les procédures simplifiées, plus transparentes
est de nature à optimiser davantage l'attribution des logements à hauteur des besoins exprimés effectivement. Enfin, la valorisation de la condition militaire ne peut pas faire l'économie d'une politique de rémunération à la hauteur des défis posés par le contexte économique actuel. La hausse du coût de la vie fait naître un sentiment de déclassement chez les militaires, d'autant que souvent, les conjoints ont pâti des suggestions inhérentes à leur état, dans leur carrière et dans leur rémunération. D'un point de vue indemnitaire, octobre 2023 verra la mise en œuvre du dernier palier de la NPRM, avec entre autres le paiement de l'indemnité de garnison. Sa fiscalisation, dans les effets, ne pourront être observées qu'en 2025, préoccupe la communauté militaire. Mais c'est surtout le volet indiciaire de la rémunération qui est à l'heure actuelle au centre des attentions. Les mesures déjà prises sont accueillies favorablement, ainsi que celles qui s'inscrivent dans le cadre de la LPM. Néanmoins, dans le contexte économique que je mentionnais, l'attente d'une revalorisation significative est forte, quel que soit le grade ou les catégories. Seule cette revalorisation pourra gommer le déclassement que j'évoquais. Ainsi, le Conseil sera vigilant à ce que les grilles indiciaires actuellement tassées vers le bas soient à nouveau incitatives. L'escalier social, qui se trouve au cœur du modèle de gestion RH de nos armées, s'en trouverait conforté. Le Conseil veillera aussi à ce que le décalage créé par la réforme de la haute fonction publique entre la rémunération indiciaire des militaires et celle des autres agents publics soit réduit. Il s'agit d'un enjeu d'attractivité et de fidélisation des officiers. Toutes ces raisons conjuguées m'amènent à vous faire part du vœu de la communauté militaire de voir ces nouvelles grilles rendues effectives dès 2024, en année pleine, et pour l'ensemble des catégories de militaires. Tous les points évoqués dans ce propos introductif concourent directement à l'attractivité de nos métiers et à la fidélisation de nos soldats. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes prêts à les développer dans nos échanges et à répondre à présent à vos questions. Merci beaucoup, Madame la secrétaire de session, pour ce propos très complet où nous avons bien noté à la fois les avancées, les attentes d'application et également les points de vigilance. Je pense que tout le monde en a pris bonne note. Nous allons prendre désormais les interventions des orateurs de groupe. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Corinne Vignon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs. Je tiens à vous remercier pour vos propos introductifs extrêmement enrichissants pour l'ensemble des membres de cette commission. Le groupe Renaissance tient ici à souligner l'effort budgétaire du gouvernement pour la loi de programmation militaire où 413 milliards d'euros seront déployés sur 7 ans. 2024 constitue donc la première étape des engagements votés l'an dernier. Cette loi de finances consacre donc 47,2 milliards d'euros en 2024, soit une hausse de 3,3 milliards d'euros par rapport à la loi de finances 2023. Nous serons au rendez-vous de vos préoccupations concernant la fidélisation des militaires et la revalorisation indiciaire. 2024 verra la revalorisation des sous-officiers à hauteur de 800 euros bruts et qui sera suivie en 2025 par celle des officiers. Je sais que vous serez particulièrement attentifs à ce point. Nous retiendrons tout particulièrement dans ce budget la consolidation des mesures dédiées aux conditions de vie des militaires au travers du plan famille. Ce sont 70 millions pour l'année 2024 sur 750 votés lors de la LPM. L'objectif est ici d'accompagner le militaire et sa famille lors des mutations géographiques et d'atténuer les impacts des contraintes opérationnelles en améliorant leur quotidien et celui de leurs conjoints dans leur territoire. À ce titre, des efforts avérés sont engagés en direction de la petite enfance, sujet récurrent où l'attente est forte chez les familles. 2024 verra la création de 200 places de crèche supplémentaires, soit un tiers de l'objectif fixé à 600 berceaux d'ici 2027. Autre sujet de préoccupation des familles des militaires, le logement. Nous serons particulièrement vigilants
à la réponse apportée aux besoins des militaires et de leurs familles lors de leur ordre de mutation, à la rénovation progressive du parc domanial et celui des logements des célibataires géographiques, à la simplification des procédures de demande de domicile, à la mise en place de conventions entre les armées, les collectivités locales et les bailleurs sociaux afin d'élargir l'offre. Améliorer la visibilité de l'offre publique ou privée, développer les visites virtuelles pour l'ensemble du parc en Île-de-France au travers du service en ligne Atrium, répondre au plus tôt à la demande afin de faciliter la mobilité des familles sont les objectifs que nous poursuivons avec le MINARM dès 2024. Aussi, mesdames et messieurs, pouvez-vous nous donner votre avis sur l'accélération des mesures prises pour favoriser l'implantation des familles dans leur nouveau domicile et nous préciser les écueils auxquels ils sont confrontés? Je vous remercie. Merci. Alors, j'ai 6 questions de groupe et 3 questions complémentaires. Donc, soit on peut à chaque fois répondre aux orateurs de groupe dans la foulée, mais il faudrait qu'il n'y ait qu'une seule personne qui réponde, ou soit on peut les prendre de manière groupée pour que plusieurs personnes puissent s'exprimer. Vous préférez la deuxième option, Madame la secrétaire? Effectivement, nous préférons la deuxième option. Très bien. Je vous remercie. Donc, pour le groupe Rassemblement National, la parole est à José González. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les militaires. C'est nous qui sommes honorés de votre présence. La condition militaire est depuis maintenant plus d'1 an au cœur des travaux de cette commission de la Défense. C'est pourquoi votre présence en tant qu'instance nationale de concertation et de consultation des militaires, appelée à exprimer son avis à caractère général sur la condition militaire, va nous permettre aujourd'hui d'évoquer en profondeur l'un des sujets majeurs pour nos armées, ses ressources humaines. Vous qui avez intégré le risque de mourir pour la patrie comme hypothèse de travail et dont je veux une nouvelle fois saluer le courage et le dévouement. Nous l'avons dit, le Conseil est obligatoirement consulté sur les projets de texte de loi portant sur des questions statutaires, indiciaires et indemnitaires. Et à ce titre, le gouvernement nous a présenté un projet de loi de finances 2024 qui prévoit, entre autres, 28 300 recrutements, 184 millions d'euros de revalorisation salariale et 70 millions d'euros pour le plan famille. Conformément à la trajectoire prévue en loi de programmation militaire, le budget de la mission Défense augmentera de 3,3 milliards d'euros en 2024. Les dépenses de personnel progresseront pour leur part de 435 millions d'euros pour atteindre 13,7 milliards d'euros. Pour maintenir le modèle de nos armées, il nous faut aujourd'hui réussir à conjuguer recrutement et fidélisation. Toujours selon le projet de loi des finances 2024, les grilles indiciaires sont révisées. Fin 2023 pour les militaires de rang, fin 2024 pour les sous-officiers et militaires assimilés et fin 2025 pour les officiers. Comment expliquer ce choix de hiérarchisation de la revalorisation selon le grade? Les nouvelles sommes allouées par la PLF 2024 seront-elles à la hauteur des attentes de nos soldats et quelles sont vos préconisations quant à l'amélioration de leur fidélisation? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Martine Etienne. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, merci de votre présence. Ma première question portera sur le recrutement et la fidélisation. Dans le projet de loi de finances, il est mentionné que le schéma d'emploi pour 2024 comportera 456 équivalents temps plein supplémentaires. C'est un progrès, mais on constate en réalité un écart de près de 35% par rapport aux prévisions de la loi de programmation militaire votée il y a quelques mois. Le gouvernement justifie cet écart, je cite, par souci de réalisme au regard des difficultés de recrutement et de fidélisation. Pour régler ces difficultés, le gouvernement table d'ailleurs sur 474 millions d'euros de mesures catégorielles consacrées au renforcement de la fidélisation, de l'expertise et de l'adaptabilité de l'ensemble des agents. Ces termes nous semblent flous et nous aurions aimé que vous nous fassiez part, si possible, d'éventuelles précisions. En effet, lors de votre séminaire de rentrée, vous avez échangé avec le ministre sur la fidélisation et l'attractivité de la fonction. Vous en a-t-il dit plus sur le sujet et sur le détail des 474 millions? Et que pouvez-vous nous en dire? Des augmentations de salaire sont-elles prévues?
Par ailleurs, pendant les débats sur la LPM, M. le ministre Lecornu a parlé d'un travail sur les grilles indiciaires qu'il vous confiera, ainsi qu'à l'état-major. En effet, nous avons porté la question de leur revalorisation tout au long de l'étude de la LPM. À l'heure où l'inflation est si importante, il faut engager d'urgence une mesure de la part indiciaire de la rémunération des militaires et des civils de la défense. Il s'agit d'un élément essentiel pour fidéliser. Pouvez-vous nous dire quel est l'état actuel de ce travail? Avez-vous récemment été consulté sur le sujet? Est-ce que des pistes de mise en œuvre sont prévues pour le PLF 2024? Si, pour le groupe Les Républicains, la parole est à Jean-Louis Thiriot. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous tous d'être ici par le choix que vous avez collectivement fait de porter les armes de la France. Vous avez des droits sur nous et c'est à nous tous de porter au mieux les contreparties, on va dire, des suggestions de l'État militaire et de la militarité à laquelle nous sommes très attachés. Je crois que c'était lors de votre passage ici l'année dernière, j'avais déjà évoqué la nécessaire coopération entre, évidemment, le ministère des Armées et l'État d'une part, mais aussi les collectivités locales. Puisque vous êtes sur les territoires, vous êtes présents sur la totalité des territoires, et notamment en ce qui concerne les crèches, en ce qui concerne le logement, il y a un travail qui peut et doit être fait avec les collectivités locales. Je sais que dans mon département, la Seine-et-Marne, nous avons passé une convention spécifique avec les OGN pour pouvoir accueillir dans notre parc social dans de bonnes conditions les élèves de l'école qui ne peuvent pas être logés sur place. Je pense que ce que nous avons fait mériterait d'être élargi à l'ensemble des territoires où il y a des implantations militaires. Donc je souhaiterais savoir si vous avez noté des bougées sur ce sujet-là depuis l'an dernier et si oui, quelles améliorations législatives par exemple pourriez-vous souhaiter pour que les liens entre les différentes unités dans lesquelles vous servez et les collectivités locales soient facilités, parce que nous devons tous concourir à cet esprit de défense. C'est aussi ça, la défense globale, à laquelle est très attaché notre président, je le sais, mais nous y sommes tous très attachés. Merci. Alors, j'ai 8 questions. On a fait les 4 premières. Est-ce que vous souhaitez un premier temps de réponse pour, où on prend les 8 vraiment d'un coup? Madame la secrétaire. Je vous demande un instant. On continue à prendre les questions. Très bien. Merci. Bien reçu. Pour le groupe démocrate, la parole est à Delphine Lingemann. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Contrôleur général, vous remercier de votre introduction et de la prise de parole effectivement partagée avec vos équipes qui sont au plus proche du terrain. La loi de programmation militaire prévoit une augmentation importante des effectifs du ministère des Armées avec une cible de 275 000 à l'horizon 2030. Pour arriver à massifier nos armées à fidéliser nos militaires, il est important que nous travaillions sur les conditions de vie de ces derniers et de leurs familles, ce à quoi répondent les plans famille 1 et 2 contenus dans les 2 lois de programmation militaire. Aujourd'hui, au moment des mutations notamment, une des premières préoccupations des militaires concerne légitimement l'hébergement et le logement. Face à la montée en charge des effectifs de nos armées, le logement pourrait devenir un sujet majeur dans le déploiement de la feuille de route de la LPM 2430, d'autant plus que notre pays traverse une crise du logement et cette préoccupation pourrait s'accentuer. En 2021, déjà, 30% des demandes formulées par les familles de militaires à Paris, une zone particulièrement tendue, n'étaient pas satisfaites par le bureau de logement de la région Île-de-France. De nombreuses mesures existent et ont été mises en place. Sur le volet de l'hébergement, en 2024, le plan prévoit la livraison de plus de 5000 places et la commande de plus de 2500 places pour 140 millions d'euros. Pour faire face à cette crise du logement inédite et pour aussi accompagner la massification de nos armées, quelles seraient selon vous les pistes d'action supplémentaires sur la question du logement et de l'hébergement des militaires et des familles de militaires à mettre en œuvre ? Comment pourrait-elle s'intégrer dans le PLF prochainement examiné? Et enfin, avez-vous à votre niveau examiné ou évalué le plan logement mis en œuvre et le plan famille? Merci.
Merci. La parole pour le groupe socialiste est à Anna Pic. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présence et les éléments que vous nous donnez chaque année désormais. Le 13 juillet dernier, le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire remettait son 17e rapport thématique au Président de la République. Consacré spécifiquement à la condition militaire des officiers, les conclusions de ce rapport ont mis en lumière un constat rencontré de manière récurrente par nos forces armées, une fragilité certaine et des interrogations s'agissant du recrutement et de la fidélisation de nos troupes. Qualifié de défi permanent malgré la multiplicité des modes de recrutement et de statut pour répondre aux besoins, le Haut Comité met en exergue 3 causes principales aux problèmes de recrutement, et nous en parlons régulièrement. La mauvaise connaissance de la fonction d'officier chez les jeunes, une baisse d'attractivité du recrutement interne, la forte concurrence des entreprises pour le recrutement des métiers en tension, sur le cyber notamment. Concernant la fidélisation, le rapport du Haut Comité évoque la nécessité d'ajuster le développement des carrières aux attentes des officiers, d'améliorer leurs conditions de service, d'apporter de justes compensations aux suggestions imposées et d'éviter tout décrochage de rémunération, choses sur lesquelles vous êtes revenus. Ainsi, parmi les 14 recommandations, l'une d'entre elles recommande de poursuivre l'adaptation de la politique de rémunération des militaires en la faisant porter sur sa partie indiciaire. En proposant de rebâtir les grilles indiciaires de l'ensemble des militaires, le Haut Comité fit ici écho à une autre proposition qu'il portait déjà dans son précédent rapport et dont nous faisions déjà le porte-voix l'an dernier. Je vais bien évidemment parler de la nécessité de trouver un meilleur équilibre entre les 2 composantes de la rémunération des militaires, que sont la part indiciaire et la part indemnitaire, mais aussi de construire un meilleur équilibre entre le début et la suite de la carrière. Donc ainsi, dans quelle mesure ce projet de loi de finances pour 2024 vous semble-t-il à même de répondre aux inquiétudes du Haut Comité? Avez-vous la sensation que les différents enjeux de la grille indiciaire sont pris en compte aujourd'hui et que la concertation et les moyens envisagés permettront d'y répondre réellement? Merci. Merci. La parole est à Franck Giletti, qui ne peut... Et donc la parole est à Caroline Colombier, s'il n'y a plus de questions. Oui, pardon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je vous remercie infiniment de votre présence et de votre engagement. C'est toujours très agréable de vous écouter nous répondre. J'aimerais vous entendre sur ce qu'on appelle communément la militarité de notre société. Nous le savons, les nations que l'on s'en félicite ou qu'on s'en réjouisse ont souvent été fondées sur les valeurs guerrières, allant jusqu'à l'esprit de sacrifice, y compris dans notre propre histoire républicaine. Et nous nous interrogeons sur le manque d'attractivité et de fidélisation que connaissent actuellement nos armées. Il ne faut pas sous-estimer la perte progressive de ce sentiment national, dû en partie à l'individualisme croissant, ce que les anglo-saxons essaient d'endiguer, souvent par le biais de leur cinéma notamment, en exaltant leur histoire militaire. Aussi, je leur ai souhaité savoir quelles sont les pistes que vous envisageriez pour faire revivre cet esprit, ce sentiment, pour ne pas dire cette flamme, notamment parmi nos jeunes, pour renforcer l'attractivité de nos armées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Monsieur le Secrétaire général, Madame la Secrétaire, je vous propose de répondre maintenant avec les autres membres du CSFM. Dans les réponses du Conseil, je voudrais apporter deux précisions. Il a été fait allusion au séminaire de rentrée et aux questions sur le recrutement et la fidélisation, ainsi que sur le fait d'associer les collectivités locales aux réflexions du Conseil. Et cela m'amène à vous dire que ce sont des questions évidemment aujourd'hui cruciales et très actuelles, puisque le ministre et son cabinet sont en train de nous associer à la rédaction d'un mandat pour confier au CSFM effectivement des réflexions et des propositions à effectuer sur le recrutement et la fidélisation et le moyen d'améliorer nos liens avec les collectivités locales. Et s'agissant du logement, effectivement, grande préoccupation actuelle. Nous avons cet après-midi à 15h même, ça n'était pas envisagé en lien direct avec votre intervention, monsieur le député, mais la directrice de l'immobilier qui vient faire une présentation devant le Conseil et recueillir aussi les réflexions et les propositions des concertants cet après-midi même. Voilà, j'en ai trop dit et maintenant je laisse la parole à la secrétaire. Madame la secrétaire.
Pour répondre à vos questions, je vais céder la parole à l'adjudant Cécile pour vous parler de tout ce qui concerne le plan famille, l'hébergement et le logement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, vous avez souligné l'importance du plan famille, effectivement, qui aujourd'hui va engendrer 750 millions d'euros, qui est pour nous une avancée importante et une attente de la communauté militaire. À ce titre, le CSFM a largement contribué à l'élaboration de ce plan, puisque nous avons proposé 38 propositions, dont 21 ont été retenues. Nous avons également participé à un GT ministériel, où lequel nous avons pu faire part de nos propositions. Le but du CSFM était toujours de concilier vie professionnelle et vie privée. Dans ce thème, nous avons voulu mieux accompagner la mobilité en faisant des réflexions sur, par exemple, la reconnaissance d'affectation avec le véhicule personnel, qui n'était pas possible jusqu'à maintenant, ou encore la prise en charge de la concession de passage gratuit pour le militaire divorcé en lieu et place de l'enfant. Ce sont des mesures très concrètes qui étaient attendues par la communauté militaire. Le deuxième volet auquel nous nous sommes attachés, c'était mieux compenser les contraintes opérationnelles. Vous l'avez souligné largement, les offres de garde d'enfants, la mobilité et l'emploi du conjoint sont des éléments moteurs qui permettent aux militaires de mieux accomplir ses missions. Nous allons poursuivre également des mesures dans l'amélioration de la vie en enceinte militaire, qui fait part d'un second plan, qui ne fait pas partie du plan famille, mais qui va permettre d'améliorer significativement le quotidien de nos militaires dans leurs emprises militaires. À ceci, et vous l'avez mentionné plusieurs fois, nous avons réfléchi à l'intégration des collectivités territoriales. Effectivement, intégrer la famille dans son tissu local est pour nous important. Et nous avons étudié effectivement le quart de place, les dessertes des emprises militaires, accroître les offres d'horaires atypiques pour nos enfants, et pourquoi pas un label collectivité partenaire des armées qui pourrait nous permettre d'associer les bonnes pratiques dont vous en avez parlé, monsieur le député, et que nous essayons de recueillir auprès de l'ensemble des emprises pour diffuser, et c'est la commande du ministre, de diffuser les bonnes pratiques qui sont mises en place et qui pourraient nous permettre de mieux nous insérer et d'être reconnus dans notre collectivité. Nous serons très attentifs à la disponibilité effective des budgets et à ce que les bonnes pratiques qui soient faites dans le plan famille 1 soient continuées et poursuivies. Quand on parle de plan famille, on ne peut pas parler de logement, enfin, on est obligé de parler de logement. C'est mon intervention secondaire. Vous l'avez souligné, la mobilité engendre une première source d'inquiétude, c'est trouver un logement. Même si tous les Français aujourd'hui subissent la contrainte des logements, il est important que l'on constate que la mobilité des militaires, elle, est souvent imposée et qu'elle doit répondre de ce fait à un logement sans difficulté. Donc on a souligné l'effort du plan famille avec l'accroissement du parc, des livraisons de logements en Outre-mer qui ont permis d'améliorer les attributions. Néanmoins, nous sommes conscients que le logement est aussi un facteur de fidélisation. À ce titre, le contrat Ambition Logement, qui est un effort important, mais sur le temps long, ne doit pas oublier que des réponses concrètes et rapides doivent être apportées pour que chacun puisse bénéficier d'un logement dans les meilleures conditions. À cela, les formalités administratives que vous avez soulignées, notamment avec la mise en place du logiciel Atrium, restent toujours complexes, lourdes et parfois opaques. Ce qui nous manque aussi, c'est le contact humain. Je cède la parole à mon camarade pour continuer les propos. Merci, adjudant. Je vais compléter sur la partie du logement, parce qu'on ne peut pas étudier ce dossier sans s'intéresser à la politique d'aide au logement mise en place par le ministère. Cette politique d'aide au logement a été modifiée et est en cours de modification, puisqu'elle dépend essentiellement de la nouvelle indemnité de garnison qui est dans le dernier volet de la NPRM et dont les effets seront effectivement sur la solde d'octobre.
Donc on a vraiment une politique d'aide qui a vraiment été largement modifiée, puisque les critères d'attribution de cette aide ne dépendent plus des loyers, comme c'était le cas avant, mais sont basés désormais sur le zonage ABC de 2023 qui a été mis en place dans le cadre du dispositif d'investissement locatif dit ROBIEN, refondu en 2006, 2009, 2014 et révisé partiellement en 2019 et 2022. Ce zonage a un impact très fort, va avoir un impact très fort sur la politique de logement, puisqu'il définit l'aide en fonction de votre zone d'affectation et plus forcément en fonction de la zone où vous habitez. Donc ça questionne forcément sur notre plan de stationnement, c'est-à-dire où sont installées nos bases, nos ports, nos régiments, par rapport finalement aux tensions locatives. Ce zonage, quand même, dernière révision 2014, on se doute bien qu'effectivement le marché locatif de 2023 n'est pas forcément en adéquation. Voilà. Donc, quels seront les effets? C'est assez compliqué à savoir, puisque ça va forcément imposer à tous les militaires de se re-questionner sur quel est le type de logement que je vais prioriser. Est-ce que je vais partir vers de l'accès à la propriété, ce qui est certainement très bien, hein, donc on verra si les effets vont dans ce sens-là, ou vers d'autres choses. Voilà. Donc, une clause de revoyure est prévue en 2026 pour voir effectivement les effets. Ça, ce sera très, très important. Et ça nous semble très, très important parce qu'en fait, pour réellement savoir l'impact de cette politique, eh ben, il nous faudra des retours terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, là, finalement, on part d'une politique peut-être nationale à plus ou moins quelque chose qui va se voir sur les territoires et de façon locale, avec peut-être des divergences d'effets assez importants. Donc là, il y a tout un travail à faire qu'on suivra avec attention, qu'il faudra sûrement suivre localement entre les chefs d'emprise et les élus locaux, pour voir vraiment quels sont les faits. C'est d'autant plus important que toutes ces politiques basées sur des zonages viennent contrecarrer d'autres types d'aides. Alors, je me permets une petite infidélité à la commission de la Défense, mais je lis aussi certains rapports d'information d'autres commissions, et il y a quand même un rapport assez intéressant sur la commission des affaires économiques, sur les moyens de faire baisser les prix et les loyers en zone tendue hors IDF, qui est paru en avril 2023, qui pose cette question des zonages et qui fait plusieurs recommandations, notamment sur mettre en cohérence cette cartographie ABC avec notamment le décret qui définit les communes en zone tendue et qui a été qui a fait intégrer un certain nombre de communes cet été et qui permet de définir notamment les taxes à logement vacant ou les taxes d'habitation résidence secondaire. Tout ça, c'est lié parce qu'évidemment, à partir du moment où les militaires accèdent à la propriété, se pose la question du statut de son logement. Et vous le savez, avec notre surmobilité, on a des logements qui basculent d'une résidence principale à une résidence secondaire qui redeviennent une résidence principale. Donc en fait, voilà, tout ça, ça a des impacts. Alors, on le dit bien, c'est à regarder, on y est très attentif. C'est vraiment quelque chose que dès le début de la NPRM, on a pointé. Cette nouvelle politique d'aide au logement, donc la NPRM ne peut pas se dissocier d'une politique de logement cohérente. Il faudra étudier les effets et il faudra voir au niveau de la clause de revoyure. Ce qu'on voit, c'est que pour le moment, en termes dans le cadre du PLF, parce que vous avez posé la question de tout ce qui peut être mis un peu dans le PLF, bon, on a une clause de revoyure, mais qui ne précise pas encore ce qu'il y aura dedans. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement l'IGAR soit au cœur de cette clause de revoyure et qu'on étudie sous deux angles. Un, les montants, parce que c'est une nouvelle prime forfaitisée. Or, le locatif en 2026, on verra ce que ça donne. Donc, pour moi, il n'y a pas d'indexation. Est-ce que c'est sur l'IRL? Est-ce que c'est sur d'autres critères? Et puis, un travail sur cette cartographie ABC, parce qu'en 2026, moi, le marché locatif, je le connais moins. Voilà pour le type de mesures qui pourraient être intégrées au PLF. Donc pour le thème transverse du recrutement et de la fidélisation, pour rebondir à ce dont parlait le lieutenant-colonel Fabrice, je vais céder la parole au commandant Benjamin et au quartier-maître Jean Vianney. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, si nous sommes présents devant vous aujourd'hui, c'est bien parce que toutes les mesures et toutes les questions que vous portez sont liées finalement au sujet de la fidélisation et du recrutement. Tout ce que l'on verra ici a un impact
sur ces deux aspects. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'effectivement 456 ETP supplémentaires sont prévus, soit un écart de 35% par souci de réalisme. Alors quel est ce réalisme? Le réalisme, c'est certainement que soit on n'arrive pas assez à recruter, soit on n'arrive pas assez à fidéliser. Certainement un petit peu des deux. Donc le but finalement, c'est de trouver le bon équilibre entre les suggestions et les compensations, dans le but justement d'attirer du monde ou de garder des militaires pour pouvoir à long terme disposer de la quantité et de la qualité nécessaires pour répondre aux défis et graves crises éventuelles qui pourraient arriver à court terme ou long terme à l'étranger, mais aussi peut-être sur le territoire français. Donc pour ça, il nous faut des hommes, puisque le matériel, c'est une chose, mais si vous avez personne derrière pour le servir, il ne sert finalement pas à grand-chose. Donc nous sommes ravis de l'effort qui est fait et puis du souci que vous avez tous ici de répondre aux problématiques de conditions militaires. Les militaires, sans nul doute, aiment leur métier, ils aiment l'intérêt, enfin ils ont un grand intérêt pour le métier qu'ils font, l'utilité, ils ont conscience de l'utilité et des responsabilités. Ils ont beaucoup de responsabilités, le côté, l'aventure, les valeurs, le sens de l'engagement, tout ça, ce sont des choses qui parlent aux militaires. Alors ils ont parfois, en plus des suggestions qui sont parfois lourdes à porter, hein, c'est souvent ce qui fait partir nombre de militaires, ils ont parfois aussi l'impression de porter un système à bout de bras parce que des effectifs contraints dans beaucoup d'unités, des systèmes administratifs très complexes qui font parfois perdre un peu le sens de la mission première du militaire. Et puis parfois également un sentiment de manque de considération, particulièrement au regard des sacrifices qui sont, et suggestions qui sont les leurs. Alors comment faire pour améliorer ce recrutement, cette fidélisation? Donc, on a différents aspects sur lesquels on reviendra plus en détail ensuite, je pense. Ce sont bien sûr les outils pécuniaires, donc que ce soit les primes, l'indiciaire ou les pensions. Un deuxième aspect sont des carrières plus attractives et dynamiques, de la reconnaissance également, à travers les pensions militaires d'invalidité, l'accompagnement des blessés, les plans, logements, etc. Et puis la considération. Je pense que la considération, c'est très important parce que souvent, les militaires que j'ai autour de moi ont l'impression d'être un peu oubliés ou en tout cas pas très entendus parce que travaillant dans l'ombre souvent. Donc je vais vous donner un exemple concret sur un événement important à venir, celui des Jeux Olympiques qui auront lieu ici l'été prochain. Donc c'est vraiment pour imager, je vais faire des suppositions, mais simplement pour vous parler que l'impact que peuvent avoir parfois les conditions militaires sur l'image des armées. Donc imaginons que les armées sont employées, chose qui peut-être arrivera cet été. Je vais prendre la problématique des logements. Si jamais on se rend compte que nos militaires sont finalement logés, comme ça s'est fait un petit peu au début de Sentinelle, merci, dans des vieux entrepôts, des gymnases, avec pas de commodité, des rations, finalement mal considéré, ça aura forcément un impact négatif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux et vous ne pourrez pas empêcher certains de prendre des vidéos et d'en faire part à leurs camarades. Et malheureusement, écoutez, ça ne donne pas à nos jeunes forcément envie de venir servir dans ces conditions. Même si je vous garantis que le militaire est rustique et quand il faut dormir par terre, si besoin, quand la mission l'impose, ou aller travailler en opération dans des conditions très difficiles, il le fait sans souci. Là, je vous parle vraiment de quelque chose qu'on a le temps de prévoir, etc. Donc voilà, pour cet aspect considération. Bien sûr, ça passe également par l'indiciaire et les primes, puisque aujourd'hui, vous le savez, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la concurrence, elle est vraiment très forte. Et même parmi les officiers, une population qui jusqu'à présent était peu touchée par les problèmes de fidélisation. Aujourd'hui, on voit beaucoup de nos chefs d'expérience et de qualité
quitter l'institution. Et le temps RH des armées est un temps long, puisque pour faire un colonel ou un général, il faut 25 outre-temps. Donc si aujourd'hui on n'arrive pas à recruter, c'est une problématique qu'on va garder pour les dizaines d'années à venir. Voilà, je vous remercie pour ces quelques éléments. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je me permets donc d'insister sur le fait que toutes les mesures précédemment évoquées ont un impact considérable sur la fidélisation. Je ne reviendrai cependant pas dessus. De plus, les mesures normatives intégrées à la loi de programmation militaire 2024-2030 devraient avoir un impact positif sur la fidélisation. Pour autant, certains sujets annexes sont tout aussi importants. Laissez-moi vous citer entre autres les parcours de carrière, la reconnaissance, l'intensité opérationnelle, la reconnaissance des spécialités concurrentielles, ainsi que la compensation des sujétions. Tout d'abord, en ce qui concerne les parcours de carrière, je voudrais porter 2 points à votre attention. Premièrement, il est important de valoriser et dynamiser la deuxième partie des parcours de carrière des militaires du rang, notamment du point de vue de la rémunération. Deuxièmement, dans un monde où les Français ont aujourd'hui souvent 2 ou 3 carrières différentes au cours de leur vie active, il serait intéressant d'ouvrir cette possibilité aux militaires afin que ces derniers n'aient pas besoin de partir dans le civil pour diversifier leur parcours. À cette fin, il faudrait favoriser la prise en compte des diplômes civils acquis par les militaires, que ce soit avant ou pendant leur carrière. Ensuite, afin de fidéliser les militaires, la reconnaissance de ces derniers et de leurs actions est primordiale. Je ne reviendrai pas sur les pensions militaires de retraite, mais je ne saurais que vous redire toute l'importance qu'elles ont et la nécessité de les préserver comme vous avez su le faire l'année dernière. Par ailleurs, la reconnaissance passe par la juste attribution des différentes médailles et citations. Lors de notre rencontre avec le ministre des Armées le mois dernier, celui-ci nous avait dit qu'il signait encore des citations qui dataient d'il y a plusieurs années. De plus, une révision d'attribution de certaines médailles est nécessaire afin de couvrir certains militaires qui n'ont aujourd'hui droit à quasiment aucune décoration. Je vous citerai par exemple le cas de l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation pour les sous-mariniers naviguant sur SNLE, qui n'y ont aujourd'hui pas droit du fait du caractère secret de leur mission. De même, il est nécessaire de revoir les conditions de régularisation et de revalorisation de l'attribution des médailles. En effet, il est régulièrement constaté que des militaires effectuant les mêmes missions dans les mêmes conditions n'ont pas tous droit à la même reconnaissance, du fait qu'ils ne dépendent pas du même gestionnaire. J'évoquerai, à titre d'exemple, les militaires du service de l'énergie opérationnelle qui, lorsqu'ils accompagnent des militaires de l'armée de terre lors de convois, sont traités différemment de leurs camarades. Poursuivons avec l'intensité opérationnelle. Comme le disait hier devant vous le ministre des Armées, il est évident que nos militaires ne sont pas envoyés en opérations extérieures uniquement pour les occuper ou pour de quelconques raisons financières. Cependant, comme nous le disait le gouverneur militaire de Marseille lorsque nous l'avons rencontré au mois de mai, un militaire vit pour et par l'action, et un militaire désœuvré est un militaire qui partira dans le civil. Pour prendre un exemple concret, un camarade ayant fait partie du conseil nous racontait que son fils, engagé de l'armée de terre et affecté dans un régiment de parachutistes, avait pris la décision de quitter les drapeaux à la fin de son contrat, du fait du manque d'activité entre 2 opérations extérieures, opérations qui, vous le savez, se font de plus en plus rares, entre autres du fait du retrait des troupes stationnées en Afrique. A l'inverse, la suractivité n'est pas bonne non plus. Comme le savent certains d'entre vous, proches de mon armée d'appartenance, il est de plus en plus fréquent que des bateaux de la Marine nationale se retrouvent dans l'incapacité d'appareiller pour cause de manque de personnel. Outre le manque d'effectifs bien connu par tous, ce problème découle aussi de l'indisponibilité de ces marins, souvent épuisés par la sursollicitation de leur unité. Il est donc primordial de trouver un équilibre au niveau de l'engagement opérationnel.
En ce qui concerne les spécialités concurrentielles, il est important de se pencher sur les leviers de reconnaissance à mettre en œuvre, ce qui permettrait d'augmenter aussi bien la fidélisation que l'attractivité des filières dont elles dépendent. Les spécialités concernées sont toutes les spécialités des domaines techniques transposables directement dans le monde civil. Je citerai parmi tant d'autres les mécaniciens, les pilotes, les frigoristes, sans oublier bien évidemment les spécialités du nucléaire, du cyber, ainsi que toutes les spécialités des différents services, comme le service de santé des armées, le service de l'énergie opérationnelle ou le service des infrastructures de la défense. Enfin, même si le sujet a déjà été largement abordé, il faut continuer le travail sur la compensation des diverses sujétions, dont, entre autres, la mobilité, sujet qui a déjà été largement abordé. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, avant de laisser la parole au colonel Fabrice sur la partie indiciaire de la rémunération, je vais refaire une courte incise sur la partie indemnitaire de la rémunération. On est pleinement dans le thème de l'attractivité et de la fidélisation, sujet transverse par excellence. Juste pour effectivement rappeler, comme ça a déjà été dit, que le troisième bloc de la NPRM rentre en vigueur ce mois-ci, donc avec des enveloppes budgétaires importantes qui y sont consacrées. Nonobstant cette enveloppe, vous le savez, nous avons deux sujets encore sur cette NPRM. C'est d'abord la fiscalisation de l'indemnité de garnison. Et là, effectivement, les militaires vont pouvoir mesurer en octobre 2024 voilà, ce qu'ils gagnent ou ce qu'ils non perdent grâce à l'indemnité compensatrice par rapport à cette indemnité. Mais véritablement, c'est à la feuille d'impôt 2025 que les militaires pourront faire un bilan complet et global des trois blocs de la NPRM. Cette fiscalisation, elle a un effet que je me permets de rappeler devant votre Assemblée, c'est qu'on risque d'exclure de nombreuses familles d'aide sociale à laquelle ils avaient droit. Et là, l'augmentation des ressources eh bien, est susceptible de faire percuter certains plafonds et donc voilà, d'empêcher certains militaires et leurs familles de bénéficier d'aides à laquelle ils avaient auparavant droit. Enfin, le dernier sujet sur la NPRM qui nous tient à cœur, c'est la forfaitisation des primes et leur non-indexation sur quoi que ce soit. Alors, il n'aura pas échappé à personne ici que l'inflation a été très importante. Et je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'indemnité de suggestion opérationnelle. Ce sont des forfaits qui sont entrés en vigueur en 2022, mais qui ont été pensés avant 2022. Et on imagine bien que le pouvoir d'achat de cette indemnité a été largement grignoté. Et enfin, je voudrais, puisqu'il va être maintenant, je vais passer la parole au colonel sur la partie indiciaire et parler un instant de cet équilibre entre l'indemnitaire et l'indiciaire pour vous dire que le Conseil fait pleinement sienne l'observation du rapport du HCECM concernant le taux de remplacement, c'est-à-dire la différence entre le dernier salaire et puis la dernière solde et la première pension de retraite versée. Le HCECM a constaté donc que le taux de remplacement était plus faible, avait une faiblesse importante en regard de ce service dans la fonction publique. La solution qu'il préconise serait d'injecter une prime dans le calcul des pensions des militaires. Et bien évidemment, là aussi, c'est un élément bien évidemment de fidélisation, d'attractivité, etc. Voilà, je cède la parole respectueusement au colonel pour la partie indiciaire. Merci, Major. Alors, pour la partie indiciaire, il y a beaucoup de questions qui revenaient sur ce sujet. Donc, je vais essayer de toutes les synthétiser. Sur le sujet de la rémunération, effectivement, le Conseil supérieur de la fonction militaire demande depuis des années un travail sur les grilles indiciaires des militaires. Le constat, je pense qu'on le partage, il est connu depuis des années. Je vais pas forcément y revenir. Donc on accueille vraiment avec grande satisfaction cette loi de programmation militaire qui prévoit un volet indiciaire aux mesures salariales des militaires. Donc, on le souligne, qui viennent s'ajouter aussi aux mesures de pouvoir d'achat du gouvernement, ça se complète. Mais évidemment, on a quand même un point d'attention qui reste l'équilibre avec la partie indemnitaire. Dans nos travaux et dans tous les avis que le Conseil a rendus, on reste
attachés à ce qu'on mène une approche intercatégorielle des réflexions des grilles indiciaires pour garantir notre escalier social. Parce qu'au final, tout tient beaucoup par ça. Donc, même si des rapports sortent, on parlera certainement du rapport du HECM sur les officiers, on ne peut pas regarder une grille catégorielle sans regarder les deux autres. Pour nous, ce n'est pas possible. Il faut maintenir les mêmes effets. Ce constat, il est partagé, puisque vous-même l'avez partagé dans votre rapport en préparation de la LPM au printemps, où vous citiez reconstruire l'escalier social, ou dans le rapport du HECM, pour lequel est précisé qu'en parlant de la politique salariale des officiers, il faut d'abord assurer une cohérence de la politique de l'indiciaire entre toutes les catégories de militaires. Alors, notre position là-dessus, c'est que même si c'est prévu dans le temps dans la LPM, on a quand même aujourd'hui un vrai problème de pouvoir d'achat et un problème de fidélisation. Donc, si on veut finalement s'opposer à ces deux problèmes, ou tout du moins les atténuer, on a besoin que cet effort indiciaire soit fait à court terme, c'est-à-dire même immédiatement, avec des effets très très importants sur les militaires. Donc, dans nos travaux, et on a été associé aux travaux de réflexion en amont de la LPM, on a demandé que ce soit dès le PLF 2024 que soient inscrits ces mesures indiciaires pour tous. Donc, on note le calendrier prévu dans la LPM, une différenciation catégorielle, effectivement. Point d'attention qu'on souhaite quand même vous signifier, c'est qu'effectivement est prévu dans cette LPM, on parle souvent de grilles révisées. C'est bien les grilles révisées 2024 pour les sous-officiers, 2025 pour les officiers, mais ce n'est pas les grilles payées. Le calendrier, il est un peu plus étalé. Quand on regarde les montants associés, effectivement, alors c'est un peu difficile d'avoir le détail complet parce que les travaux ne sont pas finis et on verra quand le Conseil sera saisi sur ces grilles. Vous parlez de 184 millions de mesures salariales indiciaires. On parle de 475 millions de mesures catégorielles. Donc effectivement, on est sur une approche LPM, un tiers indiciaire, deux tiers indemnitaire. Mais pour payer ces 184 millions indiciaires, on est certainement en année pleine sur 26, 27. Quoi. Voilà. Donc nous, ce qu'on attend et ce que demande la communauté militaire, c'est que cet effort indiciaire, il soit vraiment fait au plus tôt de la LPM. Ça nécessite certainement peut-être un budget supplémentaire. Alors on est conscient, on n'est pas en train de faire une lettre au Père Noël, mais chaque PLF, c'est bien de l'arbitrage. On voit qu'on est encore sur un rapport de tiers indemnitaire, un tiers indiciaire. Voilà. Il y a peut-être des choses à faire. Néanmoins, il faut rester quand même très positif. Moi, on a écouté avec attention l'audition de Monsieur le Ministre hier soir. Vous avez eu d'ailleurs la primeur de certains chiffres et de certaines annonces, donc on ne peut que le saluer. Il a effectivement notamment annoncé, pour la première fois, je vais dire officiellement, les chiffres concernant les grilles sous-officiers 2024, donc ce qui est conforme aux travaux qu'on avait menés, avec certainement une grille qui vient aussi se mettre en cohérence avec la LOPMI, parce qu'il faut bien qu'il y ait une cohérence entre la LPM et la LOPMI pour prendre en compte l'ensemble des militaires, et puis une grille qui va conserver deux entrées, dont notamment l'ancienneté de service, qui est important, puisque c'est ce qui permet de garantir à nos militaires du rang de poursuivre de belles carrières au sein du corps des sous-officiers. Et donc, on ne fait que saluer. Voilà. On sait que les grilles qui vont être mises en place, elles vont quand même répondre à des effets qu'on a attendus. Voilà. Néanmoins, sur le calendrier, il y a certainement des choses à faire. J'ai écouté aussi Monsieur le ministre, qui a dit qu'effectivement, il y avait peut-être de l'argent qui, s'il ne serait pas utilisé pour du recrutement, irait sur des mesures de fidélisation. Les grilles indiciaires, si ce n'est pas de la fidélisation, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Partie calendrier, donc j'en ai à peu près tout dit. Ah oui, si, quand même. Parce que, effectivement, il y avait une question notamment sur le cadencement catégoriel. Alors, je vous dis, on est très attentif, mais il s'explique aussi. La partie militaire durant 2023 était aussi, au départ, un travail conjoint avec la NPRM, le volet indemnitaire. Donc on a bien donc c'est pour ça aussi que ces grilles sont sorties plus tôt. Il y a quand même de très grandes évolutions, mais néanmoins, l'installation des grilles derrière ne doit pas interdire à retravailler sur les grilles militaires endurant de demain. Pourquoi ? Parce que dans les premières études, on parlait de grilles qui devaient revaloriser les parcours professionnels. Or,
ça a été détourné, mais pour des questions qu'on comprend tout à fait. C'est les hausses répétées du SMIC et du pouvoir d'achat qui ont amené à réarticuler les grilles un petit peu différemment. Donc il faudra continuer ces travaux. Monsieur le contrôleur général l'a précisé, nous allons être associés à ces travaux. Il y a des travaux sur l'échelle 4 des militaires du rang qui sont prévus dans le PLF 2024. Là, il y a aussi des choses à faire sur lesquelles on sera très, très attentif. Sur le calendrier, dernier point, parce que là, je me permets de parler un petit peu du rapport du HECM sur les officiers, qui parlait également du cadencement, voire qui parlait de commencer par les officiers. Alors nous, on n'a pas cette approche de commencer par une catégorie en premier, mais néanmoins, ce qui est dans le rapport est assez intéressant, parce qu'en fait, c'est une question de construction de grille. Et c'est important, effectivement, de commencer par les officiers. Pourquoi ? Parce qu'il faut regarder ce qui a été fait. Il y a quelque chose qui est sur la table, c'est la grille des administrateurs de l'État qui a été mise en place. Donc en fait, voilà, après on regarde la place des militaires dans la société, et comme cette grille a été mise en place, évidemment derrière se pose la question de la place des officiers dans la société au niveau de ces grilles, et si on commence par eux, forcément passant par le haut, on attire la grille des sous-officiers, on attire la grille militaire du rang. Donc pour nous, pas de différence, mais effectivement, il faut regarder en termes de construction, avoir une approche différenciée en termes de construction. Merci. Si vous souhaitez, Madame la secrétaire de session, on peut reprendre, voir s'il y a à nouveau une série de questions, si vous avez encore des... Ou sauf si vous avez une réponse à nous faire avant. Monsieur le Président, nous désirions parler des blessés, si vous nous le permettez. Un sujet qui nous tient à cœur. Je vous remercie. Donc, pour ma part, je vais me charger... accompagné de mon camarade, l'adjudant Laurent, de faire un point de rappel sur les blessés. Donc, le plan blessés 2023-2027, avec 12 mesures phares annoncées dans le dossier de presse, 116 mesures retenues, 18 propositions du CSFM. Ce plan est évolutif, il est vivant. Donc nous attendons, nous avons été associés à ce plan par comité. Nous multiplions nos visites et nos réunions au sein des unités pour avoir des remontées et pouvoir rendre compte au comité des bonnes pratiques, des moins bonnes pratiques, afin d'aider ce plan à prendre de l'ampleur. Les doctrines et les process existent, mais quelquefois, elles sont compliquées à appliquer car le personnel assigné à cette mission n'est pas forcément formé. Dans notre note adressée au ministre des Armées en décembre 2022, nous insistons sur le besoin de professionnaliser le domaine du suivi des blessés au cœur des unités et au plus proche des militaires et de leurs familles. Des efforts ont été faits par la création d'une centaine de TP à cet effet, et nous le saluons. Pour autant, nous appelons l'attention de la représentation nationale sur le besoin exprimé par les blessés et leurs familles d'une chaîne et de la chaîne commandement locale sur l'effort du personnel dédié à cette tâche sur le terrain. Nous craignons que les frustrations vécues de cette communauté se concrétise dans le temps. Il s'agit également de la considération et de la reconnaissance du personnel assigné à cette tâche. Il serait appréciable que ces efforts s'accompagnent de mesures qui soient diplômantes et qualifiantes pour le personnel qui serait assigné à cette tâche dans toute la chaîne commandement, que ce soit au plus proche des unités en local jusqu'au plus haut niveau de cette chaîne. Je cède à présent la parole à l'adjudant Laurent pour continuer. L'adjudant chef. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le Conseil supérieur de la fonction militaire a été consulté dans le cadre de la LPM sur la partie normative. Je voudrais revenir sur certaines mesures qui ont réellement un impact sur la condition militaire. La garantie du versement du reliquat de solde est un symbole fort de la reconnaissance de la nation pour la communauté militaire. Elle va permettre d'éviter des formalités pour récupérer des trop-perçus auprès des familles endeuillées et va protéger davantage les ayants droit des militaires décédés. De ce point de vue, c'est une mesure qui nous paraît extrêmement importante.
La mise en place de la réparation intégrale pour l'ensemble des militaires est également une avancée importante. Les militaires blessés n'auront plus désormais à prouver qu'il y a eu faute de l'État. Dans le texte initial qui nous avait été présenté, figurait la prise en compte de la douleur. Le Conseil avait salué l'avancée que représentait la prise en compte de cette notion de douleur permanente et de troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. Il est regrettable que cette notion ait disparu du texte. Merci. Très bien, monsieur le secrétaire général. Oui, sur le sujet des blessés, je voudrais apporter une petite précision. Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État des anciens combattants et de la mémoire, est venue lundi devant le Conseil présenter de manière exhaustive son plan et lui l'a informé de sa décision de l'associer au comité de suivi de ce plan blessé. Voilà. Bien, merci monsieur le secrétaire général. Je ne sais pas si parmi les collègues, il y en a certains qui veulent intervenir à nouveau. Je vous en prie. Madame Corinne Vignon. Oui, merci. Je tenais à intervenir pour vous dire à quel point moi j'apprécie ces auditions, parce qu'elles sont claires et transparentes, ce qui n'est pas toujours le cas, je dois vous dire. J'aime le langage, cash. Et grâce à vous, nous avons les vrais éléments. Alors, une chose, il y a deux choses qui retiennent mon attention. Enfin, j'ai noté plein de choses. Oui, il y a un problème. Voilà. Pardon, ça va mieux comme ça. Le service de soutien sous tension et les soutenants qui ont des difficultés. Eh bien, je vais dans votre sens, puisque je suis allée au bureau du logement il y a quelque temps à Toulouse. Je me rends compte qu'il n'y a que 4 personnes, dont 2 souvent absentes pour des raisons diverses et variées, qui s'occupent du logement. Sachant qu'à Toulouse, il y a environ 350 logements, à Bordeaux, et c'est Bordeaux qui s'occupe de Toulouse, il y a 1300 logements. Bon, je vais passer sur le fait que Bordeaux, tout d'un coup, a beaucoup de logements, et Toulouse, tout d'un coup, est complètement oublié. Mais enfin, bon. Tout ça pour vous dire que il faut effectivement professionnaliser les soutiens, les soutenants. Il faut augmenter leur nombre, et sachez que dans 15 jours, même pas 10 jours, j'ai rendez-vous avec le MINARM pour régler ce souci. Et mon cas, le cas de Toulouse, n'est pas le seul, bien évidemment. Et j'aime beaucoup votre proposition sur le label collectivité armée, Mili-friendly, vous voyez. Eh bien, écoutez, moi, je vais militer en ce sens parce que je trouve que c'est une idée géniale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions complémentaires? Je n'en vois pas. Est-ce que, Madame la secrétaire Tession, vous souhaitez apporter une dernière réponse ou un mot de conclusion, peut-être avant que le secrétaire général également nous dise un dernier mot? Monsieur le Président, mon camarade l'adjudant-chef Laurent désirait parler de la réserve. C'est un sujet qui nous porte notre attention. Je lui cède respectueusement la parole. Il n'a échappé à personne l'ambition de doubler les réserves d'ici 2030 pour les porter en 2035 à 1 militaire de réserve pour 2 militaires d'active. Cette volonté va avoir forcément un impact pour les armées. Dans la loi de programmation militaire, de nombreuses mesures vont avoir justement une importance pour le doublement de cette réserve, permettront justement une attractivité et une fidélisation supérieure. La validation de certaines compétences acquises dans la réserve militaire pour le réserviste inscrit dans l'enseignement supérieur devrait avoir un effet. De même, la possibilité maintenant pour les réservistes spécialistes d'avoir un avancement sur le poste qu'il occupe est réellement une avancée. C'est une forte attente de ces personnels. Lors du groupe de travail ministériel qui avait été mis en place sur les réserves, le ComCyber, des personnels du ComCyber avaient exprimé cette demande. C'est également une possibilité pour le service de santé des armées de fidéliser ces réservistes dont il aura besoin.
Le placement de la limite d'âge désormais fixée à 72 ans, sous réserve d'aptitude médicale, permettra d'élargir le vivier. On parle désormais d'une aptitude à l'emploi. On n'est plus sur une aptitude à la fonction. En ce qui concerne le maintien en compétence des anciens militaires, je parle ici de la réserve opérationnelle de deuxième niveau, les mesures qui figurent dans la loi de programmation militaire, le fait de pouvoir rappeler sur 5 ans, 5 jours par an, les anciens militaires, va également avoir un impact sur la fidélisation. Pour le militaire d'active qui est placé en congé parental, en congé pour convenance personnelle ou en disponibilité, la possibilité de souscrire un engagement à servir dans la réserve va permettre aux armées et aux militaires de conserver les compétences. C'est également une demande forte de la communauté militaire. On peut citer comme exemple un couple de militaires dont l'un des deux va être muté outre-mer. Son conjoint n'aura pas d'autre solution pour le suivre que de se placer en congé pour convenance personnelle. La possibilité maintenant de souscrire un engagement à servir dans la réserve lui évitera de perdre ses compétences et va participer à cette fidélisation. Il y a 2 points de vigilance pour le Conseil supérieur de la fonction militaire par rapport à cet objectif de doublement de la réserve. On doit bien prendre en compte que cette action doit se faire en complément de l'active et non pas en substitution de celle-ci. Ceci est vraiment un point important pour le Conseil. De la même manière, le Conseil souhaite alerter sur l'obligation de définir un modèle de réserve complet qui va intégrer l'impact sur le personnel d'active en matière de recrutement, en matière de formation, en matière d'équipement et de soutien. Ce sont vraiment 2 points que le Conseil souhaite souligner. Je vous remercie. Très bien. Je vous en prie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je te cède la parole. Oui, comme il ne faut pas partir sur des regrets. Je voulais revenir, je ne veux pas vous refaire le match de la réforme des retraites, mais je voulais vous faire part de 2 points d'interrogation. J'avais plus de points que ça, mais je vais vous faire part que de 2 points. Initialement, dans le projet initial, la décote carrière longue était prévue d'être portée à 54 ans. Et nous avons constaté qu'au final, cette décote carrière longue avait été laissée à 52 ans. Juste pour vous dire que ça nous a interrogés, parce que nous avons justement de grosses difficultés à fidéliser. Et finalement, cette borne de décote, c'est une incitation au départ, ou alors c'est une incitation à rester, selon de quel côté on se trouve. Mais dans l'hypothèse où c'est une incitation au départ, on a été surpris finalement qu'on ne se permette pas de garder 2 ans de plus des militaires, c'est-à-dire qu'on laisse cette borne à 52. On a trouvé ça un peu incohérent avec les difficultés de fidélisation. Et 2e point, dans le même ordre d'idée, c'est la suppression de la dégressivité de la borne du 5e. Donc en fait, on est passé d'un escalier à une marche, puisque cette dégressivité, cette bonification disparaît complètement après 62 ans. Et là aussi, nous avons des militaires dont les limites d'âge sont supérieures à 62 ans. Et du coup, nous nous sommes interrogés sur cette incitation au départ à 62 ans, alors que de limite d'âge. Monsieur le contrôleur général sourit parce qu'il est dans cette situation, bien évidemment. Mais du coup, ça amènera sans doute des militaires dont les limites d'âge sont supérieures à 62 ans à partir avant 62 ans. Voilà, 2 points d'interrogation sur cette réforme. Merci. Merci en tout cas pour ces 2 points complémentaires que nous avons bien notés. Les points d'interrogation également de vigilance concernant la réserve, enfin, sur le fait que ce soit bien un complément et pas une substitution, et puis de bien prendre en compte le modèle d'armée complet, le plan B, enfin, sur le plan des blessés également, les choses sont bien prises en compte et sur tous les points que vous avez abordés. Monsieur le secrétaire général, vous souhaitez nous dire un mot de conclusion pour nous donner un peu les perspectives des travaux du CSFM pour l'année qui arrive? Bien, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. D'abord, j'espère que cette audition aura permis de répondre à vos interrogations, ou du moins aider à vos réflexions sur le PLF 2024 et sur les grands enjeux, et en complément des auditions de celles du ministre, du SEMA, des grands chefs et des directeurs qui vont
venir devant vous. C'est vrai que... Alors, ce qui est très important de savoir aussi, c'est que, comme vous l'avez dit dans votre introduction, le Conseil s'est vu renouvelé dans un cadre normal à hauteur de 40% cet été. Donc le Conseil, il vit aussi et nous rejoignent des militaires qui arrivent directement des unités et que rapidement nous formons et qui se forment à ces réflexions sur la communauté militaire, sur la condition militaire. Donc les préoccupations du Conseil, elles vous ont été indiquées par la secrétaire. Ce que je voulais simplement rajouter, mais je l'ai dit aussi, c'est que je pense que le ministre, son cabinet ont pris conscience de l'importance de ces retours de terrain et de leur confrontation avec les CFM pour confier effectivement aux CSFM des mandats particuliers. Donc là, je pense que sur le recrutement, la fidélisation, le lien avec les collectivités territoriales, de par le fait que chacun des membres reste ancré dans son affectation d'origine en même temps, il y aura, je pense, des propositions innovantes et en tout cas qui viennent bien du terrain pour, je dirais, compléter les réflexions menées aujourd'hui par les administrations centrales. Et nous veillerons toujours à ce que les représentants de l'administration centrale viennent se frotter aux questions des militaires et de la communauté au CSFM. Donc on les reçoit dans une logique de Chatham-House, mais je peux vous assurer que c'est assez instructif. En tout cas, je tiens beaucoup à ce que le Conseil, dans ce format-là, puisse avoir cette liberté de pensée et d'expression qui était chère à Michel Debré, donc lorsqu'il a mis sur pied ce Conseil de la fonction militaire. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Secrétaire général. En tout cas, nous, je peux vous dire qu'à la Commission de la Défense, au travers des auditions, des visites qu'on a, la question de la condition militaire est toujours une question qui est centrale, qui est au corps de ce sujet-là, qui est portée en particulier par le groupe de travail sur les hommes et femmes de la défense, et que nous tâcherons d'élargir un peu, notamment dans le cycle sur la défense globale, notamment sur votre idée sur les relations avec les collectivités, pour montrer qu'il faut qu'on établisse parfois des passerelles à la fois sur ces sujets d'infrastructure, sur également les conditions d'employabilité, par exemple des anciens militaires dans le secteur civil, la manière dont on peut s'appuyer également sur des compétences civiles dans l'autre sens. Donc on aura bien l'accord de faire vivre ces enjeux sur la condition militaire tout au long de nos travaux. Et c'est pourquoi je vous remercie encore de votre engagement et de votre présence aujourd'hui pour nous éclairer à ce sujet. C'est vraiment précieux pour nous, c'est même indispensable pour que nous puissions contribuer utilement à ce sujet.